Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Léonard Paris, le laboratoire du futur des villes et des infrastructures qui a été créé voici bientôt un an par Vinci pour servir de maison commune aux innovateurs de Vinci, à leurs partenaires en innovation et servir aussi de catalyseur ou de lieu de rencontre dans lequel nous nous efforçons d'organiser de manière très régulière justement de ces événements et de ces conférences. On a choisi d'ouvrir un cycle de rencontres avec donc l'événement d'aujourd'hui. 6 conférences qui vont se succéder jusqu'au 30 mai et qui vont porter sur la manière dont l'intelligence artificielle bouscule un peu les métiers traditionnels de Vinci, qu'il s'agisse notamment de la construction, de la façon dont on conçoit et dont on construit les villes, mais aussi des infrastructures et de la mobilité. Quand on pense à l'intelligence artificielle, on ne pense pas toujours à la construction. Et pourtant, ces technologies suscitent plus que de la curiosité, un appétit considérable dans nos métiers. Et c'est une occasion, bien évidemment, donc, d'en parler, de le faire savoir et d'en débattre ensemble ce soir avec Quentin Panisso, qui est lead. Enfin, en tout cas, on s'interrogeait sur le titre tout à l'heure. Lead Foresight, donc en pointe et responsable rapporteur de nos travaux à Léonard sur l'intelligence artificielle, des travaux qui regroupent toute la diversité des métiers de Vinci et qui va vous emmener, qui va mettre l'intelligence artificielle au test du chantier ce soir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Mathieu pour cette introduction. Du coup, bienvenue à toutes et à tous. Effectivement, on a du coup essayé de faire un cycle de conférences sur toutes les problématiques qui touchent un peu au territoire de demain, à la ville de demain et aux activités de Vinci, et de faire émerger et de discuter de problématiques peut-être dont on n'entend pas trop parler dans les médias, notamment parce que l'IA, c'est un sujet qui est très mystifié. Je crois que si vous regardez rapidement ce à quoi on se réfère en tapant intelligence artificielle sur Internet, vous verrez vite des robots, des Terminators, et la suppression de tous les emplois du monde. Donc nous, on essaie de sortir de ça, justement pour aller sur des sujets un peu plus concrets, un peu plus terre-à-terre, et puis sur des sujets dont on ne parle pas forcément. Et aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à l'intelligence artificielle face aux réalités du bâtiment. Dans 2 de ces étapes de vie du bâtiment, on va se concentrer sur la phase de construction, dans un premier temps sur le chantier, et dans un second temps sur l'exploitation du bâtiment, comment l'intelligence artificielle peut aider à l'exploitation d'un bâtiment et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans des logements, dans la ville, dans des locaux comme celui-ci, dans des bureaux. Voilà ce qu'on va voir. Et du coup, pour commencer avec la construction, j'invite à la table ronde Jamil Yahya, qui est bid manager chez Vinci Construction, et Vincent Dugoguez, qui est chef d'agence en Seine-et-Marne chez Eurovia. On peut les applaudir. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre quelques notes parce que vous pourrez leur poser des questions tout à l'heure. Donc je vais commencer. Donc l'idée un peu ce soir, comme je vous disais, on a l'intelligence artificielle qui est un sujet très mystifié et qui apporte beaucoup de potentiel technologique. Mais d'un autre côté, nous, des activités très concrètes sur les infrastructures et très terre à terre. Et donc c'est d'avoir à chaque fois, ce soir, 2 regards différents, un regard plutôt d'innovateur sur comment apporter l'intelligence artificielle à un sujet, et un regard plutôt terrain sur quelqu'un qui s'est posé la question de qu'est-ce que je peux faire de l'intelligence artificielle dans mon activité quotidienne. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est d'abord de te poser la question, Jamil. Chez Vinci Construction, donc vous avez réfléchi depuis déjà plusieurs années à ce que le numérique pouvait apporter à l'activité de construction, plus récemment à l'intelligence artificielle, et vous avez lancé des démarches là-dessus. Donc est-ce que tu peux nous dire quelles applications vous envisagez chez Vinci Construction de l'intelligence artificielle sur le chantier? Merci. Donc effectivement, le sujet on commence à l'étudier depuis plusieurs mois, voire maintenant une bonne année. Donc les applications, il y en a énormément.
sur nos chantiers, parce que tout simplement, sur les chantiers de construction en général, et pas que dans le bâtiment, il y a énormément de tâches qui sont répétitives, qui n'ont pas de valeur ajoutée et sur lesquelles on peut vraiment faire beaucoup d'efforts. Notamment, donc, un des cas que nous on voit, bien sûr, qui est une des priorités de Vinci, en général, et de Vinci Construction en particulier, c'est bien sûr la sécurité. Donc où là, on peut, avec tout ce qui est computer vision, etc., on peut très bien voir, au lieu d'envoyer des safety inspectors et des gens qui sont sur la sécurité, qui font un petit peu du flicage sur le chantier, en fait, on peut avoir des analyses visuelles qui nous disent attention, il y a une situation dangereuse à cet endroit-là, attention, il y a un trou ici, et des choses comme ça, des gens qui n'ont pas leurs EPI, etc., etc. Donc ça, c'est EPI pour que tout le monde. C'est les équipements personnels de sécurité. Donc les casques, les gilets, les chaussures de sécurité, et plus pour les chantiers qui sont particuliers. Donc voilà, ça c'est un des cas. Après, sur une des applications que nous on cherche aussi, et on a commencé un petit peu à travailler dessus, c'est tout ce qui est amélioration de productivité. Et donc amélioration de productivité pour voir où sont nos temps morts, comment optimiser nos ressources, optimiser aussi le temps de nos cadres, en fait, de nos hommes, parce qu'on fait beaucoup de tâches que moi je considère chronophages et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc tout ce qui est reporting, etc., ça peut être automatisé. Donc avec tous les systèmes d'IA, de computer vision, encore une fois. Donc ça c'est vraiment un des points forts de l'IA sur la construction. Et donc voilà, ça c'est vraiment les deux sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Donc on a déjà lancé des projets dans ce sens-là. Et donc on va essayer de concrétiser dans les prochaines semaines ces projets-là, en tous les cas des POC, des pilotes, voilà. Ok, donc plutôt amélioration de la productivité sur le chantier, sur le reporting et dans la capacité d'extraire de l'information des images, et puis des applications de sécurité. Alors du coup, je vais m'adresser à toi maintenant, Vincent, chef d'agence en Seine-et-Marne, confronté à peut-être aux réalités de chantier un peu plus quotidiennement. Est-ce que ça te parle, ces applications? Et puis, qu'est-ce que sur le chantier, tes collègues connaissent de l'IA? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Et qu'est-ce que tu penses que ça pourrait leur apporter? Alors, au niveau de notre travail, donc, pour situer, donc, Eurovia, c'est la partie travaux publics. C'est tout ce qui est création de routes, aménagement urbain ou assainissement. Ça, c'est pour situer un petit peu la différence avec le bâtiment. C'est vrai que chez Eurovia, on se pose la question de la valeur ajoutée, en fait, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire chez nous, on en est plus au balbutiement, on est plus en train d'essayer de regarder ce que ça va pouvoir nous apporter et surtout ce que l'on va pouvoir en faire. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup des premières expériences qui ont été faites, qui ont été réalisées ou qui ont été lancées auprès de Vinci Construction pour essayer de regarder un petit peu comment nous on pourrait appliquer ça. Comme sur nos chantiers, on a moins d'ouvriers généralement, enfin on est moins nombreux sur nos chantiers. Donc la partie prévention, sécurité reste notre priorité, mais à l'heure actuelle on ne voit pas encore forcément les applications. Par contre, nous, à notre niveau, chez Eurovia, le principal souci que l'on a, c'est que chaque chantier est un prototype, avec à chaque fois des donneurs d'ordre différents, des équipes qui sont différentes, des ouvriers qui sont différents, ou des compagnons qui sont différents. Et c'est vrai que là où on creuse au niveau de l'intelligence artificielle, c'est sur la partie, l'une des parties propres au chantier, c'est les aléas. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément d'aléas, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et en fait, en aide à la décision, pour un ingénieur travaux, un ingénieur d'affaires ou pour un chef de chantier, dans la construction de son chantier, c'est d'avoir, voilà, j'ai tel type d'aléa, qu'est-ce qui a déjà été rencontré, qu'est-ce qui a déjà été créé par rapport à ça, de manière à m'apporter une aide à la décision. Donc on est plus là-dessus à l'heure actuelle, étant donné que c'est vrai qu'on est en milieu extérieur à chaque fois.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est primordial. Ok, très bien. Donc, on voit que au final, le chantier, c'est vraiment pas un lieu évident pour l'intégration de technologies comme l'intelligence artificielle. C'est vrai que le décalage entre peut-être le quotidien d'un ouvrier et puis les technologies d'IA, toutes les phases de développement que ça nécessite, la collecte et le traitement de données, c'est pas forcément évident. Du coup, sur cet aspect-là, justement, d'arriver à créer des outils qui servent sur le chantier, on voit que c'est difficile. Comment est-ce que chez Vinci Construction, vous avez abordé la question d'intégrer les technologies d'IA sur le chantier et puis de réussir à l'amener aux collaborateurs? Donc là, on parle de la démarche ou on parle de quoi? La démarche, comment est-ce que vous avez réfléchi? Parce qu'en final, les technologies d'IA existent. Qu'est-ce qui est bloquant pour que ça arrive en application concrète sur le chantier, selon toi, pour vous? Et comment vous avez prévu d'adresser le problème, quoi, et de réussir? Oui. En fait, un des sujets importants au niveau de l'IA, c'est comme tu le disais tout à l'heure, en fait, quand on pense IA, les gens ils pensent Terminator. Ils pensent Matrix, ils pensent voilà, des machines qui vont au mieux remplacer les hommes, au pire faire autre chose. Donc c'est vraiment, il y a un travail de pédagogie qu'il faut faire, expliquer que l'IA, en fait, ça reste un outil, c'est une technologie comme une autre, révolutionnaire ou pas. Certes, elle a un impact qui est conséquent, mais bon, par rapport à d'autres révolutions, ça reste quelque chose, ça reste un outil. Et c'est ça qu'on veut expliquer aux gens, aux collaborateurs, que c'est pas quelque chose qui va les pénaliser, c'est plutôt quelque chose qui va les aider. Donc notamment pour tous nos cadres de chantier, donc qui, comme je le disais, on perd beaucoup de temps à faire énormément de reporting, de réunions, des choses comme ça qu'on peut éviter. Donc c'est vraiment montrer les points positifs. Donc c'est vraiment, pour l'instant, c'est de la communication positive, en tous les cas de la simplification, de la démystification autour de l'IA. Ça, c'est vraiment notre point de départ. Et donc, en parallèle de ça, donc on est en train de développer, comme je le disais, quelques technologies qui ne sont pas, effectivement, nous, les chantiers, mis à part dans le bâtiment où il y a énormément on peut avoir des activités qui s'enchaînent, qui sont similaires et qu'on peut refaire. Par contre, dans les TP, dans les ouvrages d'art, sur la route, etc., je veux dire, chaque ouvrage est un prototype et des fois, même dans le même ouvrage, on n'arrive pas à refaire la même tâche. Donc voilà, parce que il y a la courbure qui change, parce qu'il y a la pile qui change il y a énormément de choses. Donc répéter avec des algorithmes, en tous les cas, avec l'avancement de l'IA actuelle, c'est un peu compliqué. Donc on va plutôt travailler sur tout ce qui est office, en fait, plutôt que vraiment exécution des tâches sur chantier. Ça commence à être fait, on commence à regarder pour les terrassements, tout ce qui est terrassement. Donc là, on a énormément d'équipements, de machines. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et de toute façon, les machines sont là pour améliorer le terrain, etc. Donc là, effectivement, on peut mettre en place des choses comme ça, ou des dumpers autonomes avec un poste centralisé qui gère tout ça. Mais au niveau des petits chantiers ou des chantiers urbains, où c'est extrêmement difficile, donc où il y a énormément de choses à gérer, notamment le client, les riverains, etc. Ça, c'est des choses qui sont, pour le moment, très très difficiles à anticiper, à gérer. Mais en tout cas, nous, on travaille vraiment sur l'analyse, sur le reporting, sur la compréhension, sur l'anticipation. Et dans un deuxième temps, on va arriver plutôt sur l'exécution à proprement parler. Oui, ça rejoint bien la réflexion qu'on s'est faite dans notre travail prospectif à Léonard, qui au final est que les premiers métiers qui sont sujets à des nouveaux outils d'intelligence artificielle, c'est ceux qui utilisent des outils d'informatique déjà existants et bien structurés, des logiciels de bureautique par exemple, donc les fonctions support. Et du coup, ça paraît cohérent d'adresser le chantier d'abord peut-être par la gestion, les documents, le reporting, le pilotage, plutôt que des sujets qui sont... Voilà. Et tous les services support en fait, j'en ai pas parlé, mais tout ce qui est achat, logistique, même RH, bon ça c'est... ou aussi
aussi l'analyse des contrats, tout ce qui est juridique, ou la fiscalité dans des pays quand on part à l'étranger. Donc tout ce qui est support, ça on commence vraiment à réfléchir beaucoup, mais après l'exécution, ce sera un deuxième temps. D'accord, ok. Mais tout ça, c'est quand même, ça reste le chantier, donc ça reste un prototype pour chaque chantier unique, un milieu imprévisible. Ça, je trouve ça assez touchant que tu dises que enfin, en tout cas, ça fait réagir quand tu dis que le chantier, ce qui le caractérise, c'est les aléas de chantier. Ça veut dire que c'est presque imprévisible tout le temps. Donc toi, de ton point de vue terrain, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à quelqu'un qui est plus dans une démarche d'essayer de monter des projets pour le chantier, comme Jamil, mais comme un peu les projets de Léonard qui pourront se monter. Quels conseils pour réussir à amener des outils d'IA sur le chantier demain? Alors déjà, il ne faut pas s'arrêter. Je pense qu'il faut continuer. Parce qu'en effet, on se rend compte que même au niveau de nos compagnons, maintenant, au niveau numérique, ils sont pratiquement quand même tous connectés. Donc quand on commence à leur parler d'innovation, quand on commence à leur parler de choses maintenant, de discuter avec des chefs de chantier sur des applications que notre service informatique a créées, ça ne leur pose aucun problème d'aller télécharger une application pour aller faire des remontées d'informations sur des accidents, presque accidents. Ils passent des bons de commande directement avec leur téléphone via une application. Enfin, il y a déjà une très très grosse avancée qui a déjà été réalisée là-dedans. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut essayer de partir de ce qu'ils savent faire justement sur le terrain. Et je pense que cette acculturation de l'intelligence artificielle chez Vinci se fera aussi par l'intermédiaire de l'adhésion des personnes de terrain. C'est-à-dire qu'il faut répondre, je pense, dans un premier temps, il faut répondre à des problématiques qu'ils ont sur le terrain et qui voient tout de suite, d'un point de vue concret, au niveau des différents métiers, qu'est-ce que ça peut leur apporter avant de qu'est-ce que ça va supprimer. Et je pense que ça, pour pouvoir apporter cette culture de l'intelligence artificielle au sein de nos différentes sociétés, ou au sein même de la société en général, c'est très important. Sachant qu'il ne faudra pas oublier aussi une très grosse partie, c'est quand même la personne qui nous paye à un moment donné, c'est-à-dire c'est notre client, et qu'on ne soit pas non plus trop en avance par rapport à notre client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire des choses en interne, mais alors là, c'est mon côté business qui revient, c'est qu'à un moment donné, il faut le vendre quand même aux clients. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir de la valeur ajoutée, mais on peut réduire les coûts, mais si on peut vendre plus cher, c'est quand même mieux. Et pour vendre plus cher, à un moment donné, c'est aussi emmener nos clients avec nous, c'est-à-dire de leur montrer. L'acculturation du client va être quelque chose de très important, que ce soit dans les différents services techniques, que ce soit dans les différentes villes, puisqu'on travaille tous avec des communes qui vont être très très grosses, plusieurs centaines de milliers d'habitants, et automatiquement, eux, ils ont pratiquement déjà intégré à l'intérieur de leur organigramme, ils ont des personnes qui travaillent sur l'innovation. Mais il va y avoir aussi toutes les autres communes qui, elles, sont un peu plus, qui sont un petit peu plus, pas à la traîne, mais un petit peu en retard toujours par rapport à ça. Et ça va être à nous, au sein de cet écosystème qui est pour moi aussi l'un des fers de lance de Vinci au niveau sociétal, de dire il faut aussi qu'on fasse progresser nos clients par rapport à ça et qu'on leur apporte aussi des nouvelles choses. Et cette partie-là, c'est une vraie valeur ajoutée que l'on doit réussir à leur amener et que l'innovation et l'intelligence artificielle peut amener. Oui, effectivement, un enjeu d'avancer tous à la même vitesse. Mais on t'a dit, il ne faut pas qu'on soit trop en avance, il ne faut pas qu'on soit trop en retard non plus. C'est que qui dit intelligence artificielle dit données, et qui dit données dit plateforme et outils. Il faut que tout le monde soit structuré et prêt à accueillir ces solutions-là. Ça nous fait un petit état des lieux effectivement de sur quoi on peut se projeter sur le chantier et peut-être des freins ou des endroits qu'il faut cibler. Maintenant, du coup, un peu plus dans l'esprit Léonard et puis prospectif vers les métiers du futur. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Tu as parlé d'engins autonomes. On parle beaucoup d'applications, d'automatisation, d'un peu tout. Est-ce que dans 50 ans, même plus longtemps, il y aura encore des humains sur les chantiers? C'est personnel, hein. Je ne dis pas que Vinci Construction pense ça. Mais je pense que dans 50 ans, il n'y aura plus d'humains sur chantier. Pas directement. Je pense qu'ils seront à côté.
Ils seront là pour programmer les machines, pour faire de la coordination, pour les préparer, pour les réparer, pour monitorer. Mais et tant mieux, je dirais. Parce que honnêtement, avoir des compagnons qui sont... Le chantier, c'est dur. Quand on est ouvrier, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ont fait qui ont commencé ouvrier ou qui ont fait des stages ouvriers. C'est un métier qui est dur, c'est physique, on est dehors, il fait froid ou il fait chaud. Et donc tant mieux. Pour moi, je pense que si on n'a plus d'ouvriers qui font des tâches dures, c'est bien. Par contre, je pense qu'il y aura énormément de gens pour programmer ces choses-là. Ce ne sera pas de la programmation comme maintenant, parce que je pense aussi que des gens, il n'y aura plus de programmeurs. Ça, j'en suis convaincu. Les machines, le langage avec les machines ne sera plus avec du code. Ce sera beaucoup plus intuitif. Et donc, du coup, ce sera des gens beaucoup de gens, d'ailleurs, parce qu'il y aura beaucoup de machines, beaucoup de choses embarquées. Et donc, les gens, ils se déplaceront du chantier à une base arrière pour gérer pour gérer nos chantiers, qui sont sûrement très différents de ce qu'on fait maintenant aussi. Donc, ce sera d'autres types de construction, sûrement. Ok, c'est un sacré parti pris, Vincent. Des humains sur le chantier? Moi, je vais temporiser un petit peu. Alors, facile. Ouais, c'est facile, mais je vais ouvrir quand même un peu après. Alors, c'est vrai que quand j'avais vu la question, première chose, je me suis dit, sur un chantier de voirie, la plupart du temps, on doit gérer aussi, entre guillemets, la traversée de la petite grand-mère et tout ça pour traverser la route. Et à ce moment-là, je me suis dit, dans la question, en fait, le grand-père, ça sera moi dans 50 ans. Donc, comment est-ce que je me vois aussi dans 50 ans pour traverser la route? C'est un sujet. Mais ça, c'était pour la plaisanterie. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est plus sur le compagnon augmenté. C'est-à-dire, en effet, dans un premier temps, donc ça recoupe un petit peu la partie prévention, sécurité de tout à l'heure. C'est vrai qu'on a un vrai sujet sur les troubles musculo-squelettiques que nous avons dans nos sociétés. C'est-à-dire, comment va être notre société de demain? Et c'est vrai que la façon de répondre... potentiellement, il n'y a plus d'ouvriers sur chantier, peut être une réponse à cette question-là. Ça veut dire qu'après, on peut s'en occuper d'une autre manière, en effet. Là où moi, je temporiserais un peu, c'est peut-être un peu plus politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'on se pose la question sur la société de ce que l'on veut faire des personnes. Alors, parce que ça va avec l'éducation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on avance plus vite que l'éducation nationale. C'est-à-dire que si on commence dans nos sociétés, à demander certaines compétences technologiques que les personnes n'ont pas forcément appris dès le plus jeune âge, ça peut être un peu compliqué, à mon avis, à long terme. Et au-delà de ça, c'est de savoir toute une partie de la population où on le voit bien dans nos sociétés, quand on a besoin d'aller les envoyer en formation pour les faire monter en compétences, on se retrouve quand même coincé par quelques capacités intellectuelles qui proviennent du fait principalement éducatif. Et à un moment donné, est-ce que ça ne sera pas utile à notre société quand même de conserver certains métiers assez manuels, justement pour conserver des emplois dans notre société? Donc là, il y aura un sujet, à mon avis, à gérer à long terme par rapport à ça. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est mon avis. Mais je pense que dans un premier temps, il y a beaucoup de travail à faire sur la partie compagnon, la partie ouvrier augmenté. Sur toutes les aides qui peuvent être apportées justement sur les chantiers de manière à garantir la santé de nos salariés à très long terme. Ok, merci pour cette projection dans un futur plus lointain. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur le chantier et l'IA du futur à poser à nos intervenants? Ouais, alors attends. Si, je vais couvrir. Belle course. Alors, j'ai une question pour Vincent. Pourquoi essayer de vendre plus cher alors qu'on dépense moins? Parce qu'à un moment donné, ça permet de payer la R&D aussi qu'on met derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, il y a des dépenses quand même qui sont engendrées par rapport à ça. Et même s'il faut essayer d'avoir toujours un coup d'avance et essayer d'avancer, il faut créer le besoin. Et à un moment donné, le fait de créer le besoin va nous permettre en effet de réduire aussi certains coûts en interne, peut-être. Mais à un moment donné, ça va permettre de payer aussi peut-être plus de formation sur certains personnels en interne qu'il va falloir qu'on requalifie
pour faire autre chose. Donc ça, j'allais dire, ça va être absorbé un peu par les coûts. Mais en effet, si on peut quand même vendre plus cher, c'est quand même mieux. Bonjour, justement sur la question des coûts, c'est assez compliqué en fait, d'envisager des gens qui sont peut-être purement bâtiments, faire progresser ce genre de technologie, intelligence artificielle, etc. Parce que c'est pas dans nos compétences de base. C'est quoi la stratégie aujourd'hui chez Vinci? C'est de s'appuyer sur des gens extérieurs, c'est de recruter des profils spécifiques. Et une idée du coût que ça peut avoir, est-ce que c'est budgété ou est-ce qu'on est en nos limites pour l'instant, entre guillemets? Quand on dit que c'est pas... Enfin, moi, je pense que les gens qu'on a, en tout cas au sein de Vinci, on a beaucoup de gens qui sont brillants et beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et je pense que ça ne sera pas difficile d'impliquer donc notre ingénieur travaux qui fait des travaux maintenant. On va faire une formation, l'impliquer sur des sujets. Et à force, on va avoir... Et c'est l'idée, en fait, c'est avoir plein de gens, des référents, qui soient data ou IA, etc. Parce que notre modèle, c'est, voilà, on est tous explosés. Donc on a des business units partout, c'est notre force. Et des fois, c'est un peu une difficulté, parce qu'on ne va pas imposer à l'entreprise qui était complètement indépendante de dire non, maintenant on travaille comme ça. Par contre, on peut avoir des gens qui sont intéressés. Et donc la stratégie, c'est vraiment de travailler avec notre personnel, les impliquer sur des choses un peu plus pointues, aller voir à l'extérieur qu'est-ce qui peut se faire. Et bien sûr faire plein de choses en interne. C'est le souhait actuel. Juste pour compléter ton propos, puisque notre démarche prospective pour l'ensemble du groupe Vinci, c'est pas arrêté à faire des projections pour le futur. On a aussi travaillé forcément à comment est-ce qu'on adopte ces technologies-là, notamment avec ces problématiques-là. Et en fait, quand on prend l'IA, c'est pas un sujet de technologie d'IA, c'est d'abord un sujet de données. Et c'est même encore moins un sujet de données que ce n'est un sujet de conduite de changement. Et c'est plutôt une force qu'on ait les gens qui ont le savoir-faire. Et on est en train de réfléchir en ce moment à Léonard à la création d'un parcours qui permettrait à nos collaborateurs métiers de créer leur outil d'IA avec l'aide de data scientists, parce que c'est en faisant discuter les deux qu'on obtient le résultat. Mais en fait, la valeur, elle se trouve dans la capacité à qualifier les données. Par exemple, quand on parle de qualifier de computer vision sur chantier, c'est dire à quoi ça correspond cette situation sur le chantier. C'est ça la valeur, et la connaissance et nos savoir-faire, elles se trouvent là. Et en fait, ça, le data scientist tout seul, il peut absolument rien faire. Donc le sujet, il est là. Et donc la stratégie, c'est d'y accoler des data scientists en support pour permettre aux collaborateurs d'évoluer. Tu veux dire un mot là-dessus ? Non, je suis d'accord avec ça. Après, je vais juste reprendre mon exemple qui n'est pas forcément de l'intelligence artificielle, mais par exemple, il y a une application pour commander, justement, faire les bons de commande et puis commander directement chez les fournisseurs via une application. Chez nous, c'est un chef de chantier qui l'a faite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne s'est jamais posé la question non plus de nos collaborateurs jusqu'à l'ouvrier de chantier, quelles compétences cachées il a. Et en fait, le fait d'en discuter, cette acculturation dont je parlais tout à l'heure, en fait, va justement permettre aussi à certaines personnes de pouvoir à la fois être valorisées en interne dans l'entreprise avec d'autres compétences, mais aussi va sûrement permettre à des personnes de se valoriser, entre guillemets, tout seul. Et cette conduite au changement dont tu parlais, cette conduite au changement va se faire aussi directement avec les personnes que l'on a à l'intérieur de notre société. Après, à nous de savoir les écouter et de les découvrir. Bel exemple, Lapi. Je crois qu'il y avait une question là. Puis après, on en prend une dernière et on va devoir passer à la suite. Alors moi, j'avais juste deux interventions. La première, c'est j'aurais bien aimé à un moment donné qu'on définisse intelligence artificielle, de quoi vous parlez exactement. Juste ça. Ensuite, on parlait tout à l'heure, vous avez parlé de est-ce qu'il y aura de l'humain sur le chantier dans 50 ans, ou bien l'intérêt économique vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Moi, je me pose la question de l'intérêt, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis maître d'ouvrage, j'ai des chantiers qui tournent, qui sont livrés en temps, mais en heures parfois. Qu'est-ce que ça va m'apporter, l'intelligence artificielle? C'est-à-dire vous allez me vendre des chantiers peut-être plus chers, peut-être moins chers dans X années.
Mais qu'est-ce que ça va changer par rapport à aujourd'hui? C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, pour moi, le modèle fonctionne. Il n'y a pas besoin forcément d'apporter une révolution sur la façon dont on travaille. Sur la valeur ajoutée, moi je pense que nos chantiers ne sont pas optimisés. Et donc s'ils ne sont pas optimisés, on les vend plus cher. Si on les vend plus cher, le client va les payer cher. Et c'est ça l'idée. Donc on va essayer d'utiliser moins de machines, essayer peut-être d'optimiser nos plannings, connaître la meilleure façon de construire, quand est-ce qu'il faut mobiliser, quand est-ce qu'il faut démobiliser. Tout ça, ça va nous aider à mieux chiffrer aussi. Donc du coup, à faire des projets moins chers et les terminer à l'heure. Et maintenant qu'on a des gros projets, des mégalos qu'on a, en tous les cas chez Vinci, où on a des systèmes, il faut intégrer énormément de données. À un moment, effectivement, il y a un gros risque où on peut se perdre. Et donc, avec l'accumulation des données, parce que ça ne va pas se faire maintenant, ça doit se faire avec l'accumulation des données, un historique, on pourra anticiper les points critiques, mieux prendre le temps vraiment de les analyser et de les régler à temps, pour éviter tous les dérapages et les claims. Mais enfin, voilà, c'est vraiment repenser nos chantiers, notre relation contractuelle avec les clients, et c'est pour ça qu'on veut les englober enfin, dans la démarche, pour que ce soit c'est du win-win, quoi. Voilà. En fait, ce que je comprends bien, c'est ce que vous me dites, c'est l'intelligence artificielle, vous allez l'utiliser vous en interne. C'est-à-dire que c'est plus vous pour optimiser votre réponse au client et dans votre fonctionnement sur comment vous répondez sur les chantiers, mais pas forcément pour l'interaction avec le client ou en phase chantier. De toute façon, si on l'utilise pour nous, c'est pour le chantier, au final, c'est pour le client. Je veux dire, l'intérêt, il est toujours pour le client. Effectivement, si ça nous coûte cher, le client paiera moins cher. Il y aura moins de problèmes. Enfin, la démarche, elle est vraiment, c'est continu. Si c'est bénéfique pour nous, ce sera bénéfique pour le client. Excusez-moi. Donc, juste pour l'acculturation du client, moi, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des signes, par exemple, dans des appels d'offres, de volets innovation ou IA, entre guillemets, qui vous permettent de capitaliser sur justement ce qu'on a commencé à développer chez Vinci. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais est-ce que le client est déjà demandeur est capable de valoriser je vais répondre rapidement. Oui, maintenant qu'il y a énormément de projets où le BIM est obligatoire. Donc, le Building Information... et donc, c'est obligatoire. Donc, on est obligé de passer par ça. C'est une demande des clients. Donc, et je crois même que c'est rentré plus ou moins. Après, bon, sur la route, il n'y en a pas. Mais en tous les cas, sur les gros projets, on est obligé de faire toutes nos études en BIM. Donc, c'est déjà. Nous, on aurait préféré pas y passer maintenant parce que c'est plus facile. Mais bon, on a été obligé, donc on s'est mis très très rapidement. Sur la route, il n'y en a pas parce que on ne s'est pas forcément penché sur la question en fait. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent oui. Non, mais dans les faits, à part sur des très très gros chantiers, où en effet ça commence à ressortir, notamment en lien quand on est en lien avec un bâtiment en fait, quand il y a des voiries réseau qui sont en lien avec un bâtiment. Après, quand on est purement sur l'aménagement de surface, enfin un aménagement urbain qui peut être un centre-ville et autres. Il y a pas eu, enfin, il y a des recherches qui sont faites pour l'application complète au niveau du BIM, mais à ma connaissance, alors moi j'ai juste ma vision, il y a peut-être certains donneurs d'ordre qui l'ont lancé, peut-être beaucoup plus gros, qui l'ont imposé, mais moi je ne l'ai pas vu. Par contre après, pour compléter un petit peu sur la partie client, à un moment donné, en effet, le client, il faudra l'emmener avec nous. On est tout le temps avec lui en réunion de chantier. On est tout le temps avec lui pour lui montrer des optimisations qu'on pourrait avoir en lien au niveau de sa structure de chaussée ou au niveau de la chaussée en tant que telle avec les différents riverains.
les riverains étant un vrai donneur d'ordre aussi sur le terrain, puisque c'est le vrai retour, c'est la capitalisation du maître d'ouvrage en fait, le riverain. Et par rapport à ça, il faut vraiment qu'on l'emmène avec nous, parce que dans les discussions à un moment donné, en effet, là on le voit bien juste sur quelques termes, on doit donner la définition. Alors en plus on n'a pas répondu au terme intelligence artificielle, mais je te laisserai répondre juste après. Mais il faut vraiment qu'on l'emmène avec nous, parce que ça va être une évolution au niveau des métiers. Au niveau du métier, on voit bien qu'à chaque fois que l'on sort une nouvelle innovation ou qu'un maître d'ouvrage ouvre un projet au niveau d'une innovation, il y a quand même tous les sens se mettent en éveil, que ce soit chez le client, chez le maître d'œuvre, chez l'entreprise et même chez nous au niveau de nos compagnons, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et cette façon de vouloir comprendre ce qui se passe, je pense que c'est ce qui fait notre écosystème au niveau du BTP, c'est de pouvoir tous avancer ensemble, justement, de manière à vivre dans des espaces qui vont être beaucoup plus, je vais faire un peu de redondance, beaucoup plus vivables en fait. Et cette façon-là va permettre aussi de savoir évoluer et d'avoir justement toute la partie mobilité qui pourra arriver dans les autres conférences, toute la partie mobilité qui peut être mise en place en lien avec toutes les infrastructures, bâtiments et travaux publics. Je répondrai juste en interlude du coup au sujet de la définition d'intelligence artificielle, mais il y avait une dernière question sur le chantier Elia. Donc moi c'est plus une question orientée Vinci. Donc dans votre démarche d'innovation, est-ce que vous avez prévu d'avoir une démarche open data pour faire profiter les autres entreprises de vos algorithmes et de profiter aussi des datas que vont générer les autres entreprises pour entraîner mieux vos algorithmes? Pour le moment, on n'est pas dans une démarche open data. Justement, la data, c'est notre force. Donc ouvrir la data aux autres gens, on n'a plus notre valeur ajoutée. Et donc pour le moment, on ouvrira une petite partie pour faire justement des concours, etc. Mais ce sera une partie pour développer des algorithmes. Mais les data, c'est quelque chose qui va rester sûrement très très interne. On ne va pas ouvrir ça. Ok, merci beaucoup Vincent et Djamil pour cette petite approche des réalités du chantier et l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut les applaudir. Je n'ai pas oublié la question sur la définition de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être commencer par là. Évidemment, quand on a lancé cette démarche prospective pour Vinci chez Léonard, c'est la première question qu'on s'est posée. C'est quoi l'intelligence artificielle pour nous? Parce qu'on a plein de définitions. Dans l'écosystème d'innovation, on a même été assez surpris de voir beaucoup de définitions qui étaient très larges et qui, en fait, assimilaient l'intelligence artificielle à tout ce qui imite ce que sait faire l'humain. Mais comme ça peut par exemple intégrer la simple calculatrice. Pour nous, ce n'est pas une définition qui reflétait suffisamment la réalité des technologies qui sont issues de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc notre définition, accrochez-vous, c'est que l'IA, c'est un domaine technologique qui réalise des processus répétitifs et cognitifs qui s'incarnent dans des solutions logicielles avec des méthodes d'apprentissage. Donc maintenant que j'ai dit cette phrase imbitable, mais très précise, l'IA, c'est un domaine technologique parce que c'est plusieurs sciences, c'est plusieurs technologies différentes qui en sont issues. C'est des maths, c'est de l'informatique, c'est inspiré de neurosciences, de biologie aussi parfois. C'est des processus cognitifs et répétitifs. Ça, en fait, c'est plus peut-être pour écarter le fait que l'intelligence artificielle, c'est pas des mécanismes qui imitent l'intelligence émotionnelle. C'est plutôt des processus rationnels qu'on effectue jusqu'aujourd'hui. Et c'est plutôt les processus qui permettent à l'humain d'acquérir de l'expérience qui sont imités de manière très primaire par les dernières technologies d'IA. C'est des solutions logicielles. Parce que pour nous, ce n'est pas des robots, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui s'incarnent dans des logiciels qu'on peut mettre dans des robots notamment, mais il y en a d'abord, avant tout dans nos smartphones, en fait dans les sites web qu'on consulte via nos smartphones, il peut y en avoir dans nos smartphones, dans nos appareils photo, dans les infrastructures, partout, donc c'est des logiciels. Et puis le dernier élément, c'est la notion d'apprentissage. On a fait le parti pris de dire que c'était la notion d'apprentissage. Donc en fait, de donner des jeux de données et de faire établir les corrélations
par l'algorithme et donc d'acquérir la connaissance et la résolution d'un problème un peu automatiquement. L'apprentissage automatique, c'est ça. Et bien, c'était la notion pour nous qui en fait une définition très précise et très technique, mais du coup, je crois que vous pouvez toutes et tous comprendre. Donc voilà la réponse au petit challenge. Et après ce petit interlude, et maintenant qu'on a une définition très précise de l'intelligence artificielle, passons au second cycle de vie du bâtiment qu'on étudie aujourd'hui avec l'exploitation du bâtiment. Et j'invite Jérôme Monceau de la startup Spoon et David Ernest, directeur innovation énergie de Vinci Facilities, à nous rejoindre ici. On peut les applaudir. Parce que maintenant qu'on a construit notre bâtiment avec des chantiers beaucoup plus sécurisés et plus efficaces, on s'intéresse aux usages du bâtiment et à ce que va devenir le bâtiment. Du coup, David, toi qui travailles dans le Facility Management, première question, est-ce que le bâtiment de demain, le bâtiment intelligent de demain, c'est un bâtiment avec de l'IA? Oui. Alors, il aurait dû deviner que j'allais parler. Donc oui, il y aura de l'intelligence artificielle sous deux angles. Il y a, donc dans le Facility Management, il y a deux sujets. Il y a l'exploitation technique des bâtiments. Donc là, on est dans la gestion des installations du bâtiment, la maintenance et le pilotage des installations techniques. Et puis, il y a l'humain, c'est-à-dire il y a les services aux utilisateurs du bâtiment. Et pour ces deux domaines d'activité, on va dire, oui, il y aura de l'intelligence artificielle. Je dois en dire plus? Ouais, quelles applications, par exemple, t'imagines arriver dans le bâtiment à court terme, et puis comment t'envisages le bâtiment avec l'intelligence artificielle un peu plus... Alors déjà, pour commencer, ce qu'on va dire, c'est qu'on est assis sur un tas d'or dans le sens où on a plein de données. Dans le bâtiment, il y a plein de données. Le bâtiment produit en temps réel plein de données. Dans ce bâtiment, il y a plein de données qui sont produites par des systèmes techniques. Ça s'appelle des gestions techniques de bâtiments, donc des systèmes qui vont capter de la donnée sur les installations, et tout ça c'est centralisé sur un ordinateur. On a aussi des données qui viennent de la façon dont on gère le bâtiment. On a les données de consommation d'énergie. Enfin, il y a plein de données partout. La difficulté, c'est que ces données aujourd'hui, elles sont silotées dans différents sujets. Elles ne sont pas propres, c'est-à-dire que dans certains cas, elles sont fausses et on ne sait pas. Et elles ne sont pas organisées. C'est-à-dire que, par exemple, si dans ce bâtiment, j'ai une installation technique, disons une centrale de traitement d'air, elle a un certain nom dans le logiciel de pilotage de ces centrales de traitement d'air, elle a un autre nom dans le suivi de la maintenance, un autre nom pour le comptage d'énergie, et du coup, j'ai toutes ces données-là que je ne sais pas corréler entre elles, parce que je ne sais pas si on parle de la même installation technique. Et donc, du coup, là, typiquement, on va utiliser, on a parlé du BIM tout à l'heure, on va utiliser le BIM en exploitation pour structurer la description du bâtiment et pouvoir savoir de quoi on parle quand on a une information qui vient d'une installation technique donnée. Alors comment on va utiliser ça? Déjà, je vais dire comment ça marche aujourd'hui, c'est-à-dire on est vraiment à l'âge de pierre. Je ne devrais pas dire ça quand même. Mais en termes de gestion de la maintenance, il y a deux activités principales en maintenance. Une première qui est le correctif. Donc le correctif, c'est j'ai une panne, je suis appelé, ou soit l'installation va m'appeler en disant il y a une panne, il y a une alerte, faut y aller. Soit c'est l'utilisateur, là c'est plus grave, qui va dire il y a une panne, faut y aller. Donc j'ai une panne et je fais du correctif, c'est corriger la panne. J'enregistre que j'ai fait une correction. D'ailleurs, ça rentre dans les données que je vais exploiter après, parce que plus je fais de correctif, plus ça veut dire qu'il y a peut-être un problème récurrent sur cette installation que je dois la changer. Donc ça, c'est le premier mode opératoire, le correctif. Le correctif, c'est quasiment toujours un problème pour le client parce que ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Une installation est tombée en panne. Si c'est un ascenseur, ça se voit tout de suite. Si c'est un groupe froid, ça ne se voit pas immédiatement tout de suite, mais ça va vite se sentir. Donc on sait que ça va avoir un impact utilisateur. Alors pour contrecarrer ça, on a une autre action qui s'appelle la maintenance préventive. Donc la maintenance préventive, c'est du systématique. On appelle ça des gammes de maintenance, donc c'est comme... ça s'appelle du fréquentiel, j'ai une fréquence, et puis régulièrement, je dois faire un certain nombre de choses sur chaque installation technique. Et j'y vais, en fait, indépendamment du réel besoin que cette installation a, que je vienne. C'est-à-dire qu'en gros, je vais aller vérifier une pression, une gaine, un câble, une courroie, un niveau d'huile. Je dis, ah bon, c'est bon, je passe à la station suivante.
Et finalement, je perds du temps à contrôler des choses ou à régler des choses qui ne sont pas forcément nécessaires que je règle. Donc là, ce qu'on va vouloir faire avec l'intelligence artificielle, c'est de faire du prédictif, c'est-à-dire essayer d'apprendre de toutes ces données qui viennent d'un peu partout pour aller intervenir sur l'installation au juste moment quand c'est nécessaire. Donc là, on va avoir deux effets. Un effet économie, c'est-à-dire que j'interviens moins souvent parce que je n'y vais que quand c'est nécessaire, et un effet qualité de service, puisque je vais réduire normalement le nombre de pannes. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors il y en a plein d'autres. Si je peux parler par exemple du renouvellement des installations techniques, hein. On construit un bâtiment, c'est Vinci Construction, mais en fait dans la durée de vie du bâtiment, on va probablement reconstruire au moins la moitié du bâtiment durant sa durée de vie, en remplaçant des installations techniques, etc. Quand est-ce que je dois remplacer une installation technique? Vous avez des durées de vie constructeurs, dire telle installation c'est 15 ans, sa durée de vie. Mais en réalité, si ça se trouve, je peux optimiser aussi le plan de renouvellement des installations techniques et utiliser ce qu'on appelle des lois de vieillissement. Là, c'est pareil, hein, data, apprentissage, etc. Pour dire telle installation, placée dans tel contexte, avec tel type d'usage, je suis dans une piscine, il y a de la corrosité, donc ça va changer un petit peu. De dire finalement, celle-là, je vais la remplacer dans 7 ans, alors que normalement c'était prévu dans 10 ans. Mais dans un autre contexte, peut-être que je vais la garder 3 ans de plus et je vais faire des économies à mon client. Dans le domaine de l'énergie, pareil, hein, il y en a plein d'usages. Je crois que, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une petite start-up qui s'appelle Coquelicot. Coquelicot, c'est une start-up qui va mixer en même temps l'intelligence humaine avec des simulations thermiques dynamiques de bâtiments. Donc là, comment on arrive à calculer les consommations d'énergie en appliquant des lois de la physique. Il va combiner ça avec un modèle d'intelligence artificielle pour prendre en compte quelque chose qui est très difficile à gérer. C'est vous, c'est-à-dire les utilisateurs dans les bâtiments. Ils font plein de choses qui ne sont pas prévues dans les modèles. Et comment on intègre cette donnée-là qui est difficilement modélisable dans un modèle, je dirais, scientifique. Okay. T'en veux d'autres? Non, mais c'est un bon. Parce qu'après, il y a l'humain. Mais j'aime beaucoup le fait que pour prédire les pannes, il faut qu'il y ait eu plein de pannes pour pouvoir apprendre. C'est un petit paradoxe quand même intéressant pour le coup pour la maintenance. Mais c'est l'apprentissage. C'est ça. Mais du coup, on peut se poser la question de comment on va faire quand il n'y aura plus de pannes et qu'on devra les prédire. Ah, ça c'est une bonne question. Donc effectivement, j'ai plus de panne pour apprendre comment je dois faire. Alors, je pense qu'il y aura toujours, en fait, ce qu'on va faire, on va toujours être quand même dans un modèle où à un moment donné, pour optimiser la maintenance, il y a forcément un petit peu de panne. Si on pousse le prédictif à l'extrême, je pense qu'on va peut-être arriver vers des surcoûts. Voilà, faut trouver le juste milieu entre l'humain et l'intelligence artificielle. Et du coup, tout ça, c'est des usages presque dans les entrailles du bâtiment, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entrailles du bâtiment. Au final, des choses qu'on doit voir le moins possible avec cette approche du facility management, on doit le moins possible être confronté à des difficultés. Mais il y a tout un autre aspect, c'est celui des services aux usagers dans le bâtiment, et puis justement, notre lien au bâtiment, à tous les dispositifs techniques. Et c'est ce sur quoi vous travaillez notamment, en fait, ce lien homme-machine, humain-machine chez Spoon. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, Jérôme, ce que c'est Spoon, nous présenter même, je crois que tu as quelques vidéos aussi, et votre vision chez Spoon du coup, du bâtiment du futur avec les nouvelles technologies que vous êtes en train de développer. Voilà, oui. Bonjour. J'ai quelques slides, mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Juste avant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et on sait que chaque grande révolution technologique est venue avec une révolution des interfaces. Les ordinateurs, on a eu la souris, le système de fenêtrage, on a eu le multitouch pour le smartphone, et aujourd'hui on voit que la voix prend une place importante, notamment en tant qu'interface
pour des algos d'intelligence artificielle, mais il y a des endroits où la voix ne suffit pas. Par exemple, si on prenait un Google Home, un certain nombre d'entre vous doivent en avoir un, ou un Amazon Alexa, et qu'on le mettait en plein milieu de ce bâtiment, quelqu'un qui vient ici n'aurait pas nécessairement le réflexe de s'adresser à ce petit boîtier dans un coin pour lui demander des services. Et donc on voit bien que ces robots que sont les bâtiments, les pièces, les voitures autonomes et peut-être même nos rues vont devoir se doter d'une interface qui va être nouvelle, qu'il faut inventer. Et dans mon parcours, moi je viens pas du tout de ce domaine-là, j'ai fait de la robotique humanoïde, donc le petit robot Nao et le petit robot Pepper, et on a bien sûr développé des couches d'intelligence artificielle et des couches d'interaction. On a découvert plein de choses très positives et puis d'autres qui amenaient à des questions. Par exemple, si un robot me ressemble, ben à quoi moi je sers ? Est-ce qu'on va remplacer tous les hommes par des robots au final? C'est ça qu'on veut? Voilà, ça c'est des questions qui lèvent des questions éthiques et qui lèvent des questions sur notre société, comme on a envie de la bâtir. Mais en même temps, on a vu plein de points positifs. Par exemple, une grand-mère qui est face au robot et sait directement lui parler. Il n'y a pas de code, il n'y a rien. Tout de suite, elle sait lui sourire, elle sait lui montrer un truc. C'est très instinctif. Si le robot il montre une direction, elle a tout de suite compris ce qu'il est en train de faire. On n'a pas de code, on n'a pas de flèche. C'est la communication la plus instinctive. Et du coup, dans la nouvelle entreprise, donc Spoon, qu'on a montée il y a 3 ans, on a décidé de lier les deux, de se dire, on ne va pas nous créer des robots à proprement parler parce qu'ils sont déjà là. On est déjà dedans. Ils prennent déjà des décisions, ils ont déjà des intentions, ces robots-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les doter de l'organe qui leur manque. Et l'organe qui leur manque, c'est une façon de s'adresser à nous qui soit hyper accessible, qui évite une segmentation dans la population entre ceux qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser, qui permettent à un ouvrier, à une mamie, à mes enfants, de pouvoir profiter de cette intelligence-là. Donc dans le projet Spoon, tout s'articule autour d'un petit personnage qui n'est pas un personnage humanoïde, qui n'est pas un chien, qui n'est pas un singe, qui est quelque chose d'autre, qui représente l'intelligence du lieu ou l'intelligence de l'environnement dans lequel il est, avec lequel on peut avoir une relation nous on qualifie de chaude, d'agréable, où il est capable de prendre en compte ma présence, déjà, rien que ça, c'est important, mais aussi mon sourire, mon regard, la manière dont je parle, un certain nombre de paramètres émotionnels, mais en même temps, le contexte dans lequel je me trouve, ce que je lui ai dit, pour essayer de découvrir le service qui, dans l'environnement, est le plus adapté. Est-ce que c'est commander un véhicule, moduler la lumière, ou actionner le système de chauffage, ou simplement avoir la liste des prochains événements qui vont se créer. Aujourd'hui, on est obligé de plonger dans le téléphone ou plonger dans Internet pour pouvoir voir ce qui va se passer ici. Alors pourquoi pas donner à ce personnage sa corporalité et une façon d'intervenir directement à l'endroit qui est important pour nous. Peut-être du coup une des vidéo, exemples. une petite vidéo. Alors j'ai plein de slides, mais je vais les passer très très vite. Hop. Donc voilà un petit visage du robot. Donc on exploite un certain nombre de nos réflexes d'interaction. Par exemple, on a le réflexe de se regarder dans les yeux. On aurait pu avoir le réflexe de se regarder dans les coudes ou se regarder les genoux, mais non, c'est les yeux qu'on regarde. Et ça, c'est un réflexe que tous les grands mammifères ont. Eh bien, notre dispositif, il reproduit cette tendance-là. C'est parce qu'on a besoin de se sentir regardé par le dispositif. Alors je vous passe, peut-être on reviendra sur l'éthique un peu après. Voilà, alors, ce personnage, ça peut être un robot à part entière, comme vous le voyez sur la gauche, qui est un robot qui peut être complètement adapté à l'environnement. Il peut avoir une petite tête sympathique où il peut être beaucoup plus sérieux suivant le contexte d'utilisation, mais il peut se décliner aussi sur une logique multicanale. Donc, on va retrouver par exemple des dispositifs interactifs comme une borne simplement, mais aussi une application téléphonique associée. Bonjour, je suis Jérôme, le fondateur de Spoon. Spoon est une équipe d'experts en robotique interactive et robotique sociale. Nous avons précédemment créé les robots Nao et robots Pepper, à une époque où personne ne pensait que ça serait réellement possible. Et là, récemment, avec Spoon, nous avons décidé de nous rejeter dans l'aventure pour créer une nouvelle génération de robots qu'on appelle des créatures artificielles. Nous avons déployé notre robot dans plusieurs endroits à Paris et nous faisons des interventions un peu partout dans le monde. Notre but est d'installer le robot dans des espaces publics et des espaces collectifs pour provoquer de l'interaction entre les personnes. Les robots précédents que j'étais amené à créer, j'en suis très fier, mais j'ai toujours remarqué qu'il y avait une distance entre les personnes et ce robot. Passer le côté un peu fantasmagorique de la rencontre avec le robot, souvent on avait du mal à aller plus loin dans l'interaction.
Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Spoonie. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. La particularité, c'est qu'on prend beaucoup en compte l'interaction émotionnelle, ce qu'on appelle, nous, l'interaction animale, comment le robot doit regarder, est-ce qu'il peut manifester la curiosité vis-à-vis de vous, comment on peut interagir à un niveau qui n'est pas nécessairement verbal sur le regard, le sourire et les émotions. Merci. Et du coup, merci pour cette petite présentation de Spoon. Je pense que c'était important d'avoir l'image de ce dont tu nous parles parce que, au final, cette interface, comme elle peut s'incarner dans plein de choses différentes, c'est important de mettre une image derrière. Et Spoon et le bâtiment du futur. Alors, c'est quoi la vision? Est-ce que c'est le bâtiment du futur, c'est Spoon? Est-ce qu'il faut mettre des tablettes partout? Comment ça va changer un peu les comportements selon vous? Qu'est-ce que vous proposez comme vision pour le bâtiment? Sachant que Spoon ne s'occupe pas que de ça et que vous adressez plusieurs possibilités, mais pour ce qui est du bâtiment alors. Oui. Alors moi je crois beaucoup à un futur que j'appelle celui de l'environnement intentionné. On a bien vu qu'il y a un débat en ce moment entre les transhumanistes qui pensent qu'il va falloir faire évoluer notre corps, s'implanter un certain nombre de composants pour pouvoir étendre notre propre intelligence. Moi au contraire je pense que c'est l'environnement qui doit évoluer. C'est l'environnement qui doit porter cette intelligence, qui doit porter disons service, mais ça va être très, très étendu. Et je pense que cet environnement, il va être porteur d'un certain nombre d'intentions. On peut parler de l'origine de ces intentions, mais disons qu'il va vouloir s'éclairer au bon moment, se chauffer au bon moment, adapter ses mécanismes. Il va avoir un comportement. Dominique Siamac, qui est le directeur du Strat College, a une formule que j'aime beaucoup. Il parle de design comportemental. Ça veut dire que quand on va inventer des bâtiments, quand on va designer cet environnement-là, on va intégrer le comportement de l'environnement. C'est-à-dire comment on veut qu'il réagisse dans le design même. Hein. Comment on veut qu'il réagisse, quelle couleur il doit adapter, quel comportement la nuit il doit avoir, etc. Et ce comportement, pour qu'il soit compréhensible, il doit être porté par un personnage, pour nous, hein, qui fixe l'intention, qui permette de savoir c'est lui qui a voulu quelque chose. C'est pas une espèce d'intention diluée qui voit tout et qu'on voit pas. C'est quelque chose qui est matérialisé quelque part et auquel je peux me fixer assez simplement. Donc nous, notre prétention, c'est pas de faire une intelligence qui couvrirait tous les domaines, mais on veut offrir au bâtiment un accès simple aux utilisateurs, ou au contraire, offrir aux utilisateurs un accès simple au bâtiment. Donc typiquement, dans un espace comme celui-là, et j'espère bien qu'on va faire ça avec vous, hein, c'est l'occasion de faire ma pub, en bas, on pourrait retrouver un personnage comme celui que vous avez vu, qui est là pour accueillir, pour amener la folie du lieu, l'identité du lieu aussi, avec son corps, avec son personnage. Et puis après, en me déplaçant dans le bâtiment, à côté de la machine à café ou arrivé à l'étage, je retrouverai soit juste la tête du personnage dans une tablette, soit une borne, si on a voulu faire un petit peu plus, et à laquelle je vais pouvoir poser des questions qui sont liées au lieu. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Qui sont les invités? Quel est le prochain événement sympa? Et est-ce qu'il y aura du champagne avec les petits fours? Ok. Et alors du coup, ça ouvre plein de perspectives, ce genre d'interface qui peut s'incarner dans plein de dispositifs et se connecter un peu à tout. On peut commander un Marcel, je crois. On peut vraiment faire imaginer plein de choses. Comment est-ce que tu vois évoluer les métiers du facility management avec ça, de point de vue plus les entrailles du bâtiment, de l'exploitation et le côté technique? Est-ce que c'est le paradis parce qu'on peut collecter plein de données et puis faire une interface facile et tout connecter, les GTB, les GMAO, donc tous ces logiciels qui s'occupent de la technique derrière, ou est-ce que ça va être plutôt compliqué à mettre en place? Comment vos métiers vont évoluer? Alors en fait, il y a déjà des choses qui évoluent. Hein. Nous, on a déjà discuté avec Jérôme et Spoon sur des
possibilités de collaboration. Typiquement aujourd'hui, si on parle de la relation avec l'utilisateur, qui est quand même la clé du succès d'un bâtiment, vous voulez faire une demande de service, aujourd'hui, pouf, 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 vous avez plein de portails de services dans tous les sens, vous ne savez pas très bien comment faire. Donc il y a une première étape un peu simple qui est le chatbot. Donc ça, c'est déjà un petit peu d'intelligence artificielle. C'est loin de ce que fait Jérôme, mais c'est déjà des choses qu'on peut déployer aujourd'hui pour l'utilisateur qui dit dire je veux juste poser une question et vous débrouillez de trouver qui va le faire et quelle machine va agir pour le faire. Donc ça, c'est déjà possible. Mais ce qu'on veut aussi faire, c'est mieux connaître les utilisateurs, mieux connaître les usages, adapter les services aux utilisateurs par l'analyse de ces données-là. Donc est-ce que la relation avec Spoon ou tout autre logiciel un robot de ce type permet aussi de capter de l'information sur le comportement, les habitudes, les besoins des utilisateurs et faire évoluer le site, faire évoluer les services, faire évoluer les aménagements, enfin tout changer pour mieux suivre en fait ces utilisateurs dans le bâtiment. Donc nous on y croit. C'est vrai que derrière, il y a déjà des briques techniques qui existent. Les portails de services, ça existe déjà. Les systèmes de réservation de salles de réunion, ça existe déjà. Les connexions avec les bâtiments, c'est un peu plus compliqué parce que tout ce qui est système de pilotage des bâtiments, ce qu'on appelle les GTB que tu avais évoqué tout à l'heure, c'est pas encore complètement ouvert et on le sait en particulier dans plusieurs bâtiments. Donc là, il faut vraiment que tous les métiers de Vinci s'organisent pour produire des bâtiments qui sont capables de communiquer derrière, parce que si on n'a pas la donnée fiable et interopérable pour exploiter en fait ce moteur technique qu'est le bâtiment, c'est un peu plus difficile de commander l'éclairage ou la clim ou la couleur de l'éclairage, parce qu'il faut que tout ça puisse communiquer facilement entre les différents systèmes. Donc nous, on y croit, on va y aller. Après, ça ne va pas supprimer l'humain. Enfin, on avait discuté un peu avec Jérôme, parce que nous, on a testé un autre robot beaucoup moins sexy que Spoon, dans un des bâtiments de Vinci Énergie. Un robot qui va guider le visiteur vers le coin café, vers une salle de réunion. Puis on s'est dit, finalement, l'expérience utilisateur par rapport à ce robot, bof. On préfère quand même l'Hospitality Manager. Et d'ailleurs, en fait, on a remarqué que l'Hospitality Manager passait presque plus de temps à s'occuper du robot qu'à s'occuper des gens, c'est-à-dire le remettre sur son chemin, le redémarrer. C'était un peu le paradoxe. Donc, on pense qu'il y aura un sujet sur la place de l'humain. Nous, on pense que le robot, il va gérer un certain nombre de sujets, mais que l'humain, il va prendre encore plus de place du coup dans la prise en compte dans la relation, en fait. Voilà. Je sais pas, on peut en discuter. Ça fait un lien parfait avec du coup une dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps pour vous permettre de pouvoir poser des questions derrière. Du coup, Spoon, ça existe depuis 3 ans, donc vous l'avez testé avec des humains. Vous l'avez installé et vous le testez dans différents contextes. Comment, dans le bâtiment, tu imagines les usagers et les usages évoluer? Est-ce que les humains vont changer de comportement? On a parlé de plein de choses, on a parlé de collecter des données. Est-ce que cet aspect peut-être d'être un peu fliqué ou d'avoir peur d'être fliqué, c'est pas un facteur difficile, un facteur d'acceptabilité ou un enjeu? Comment on garde une vie privée là-dedans? Comment vous avez forcément traité tous ces enjeux? Comment est-ce que tu vois ça dans le bâtiment demain? Alors je vais rebondir sur ta question et puis j'aboutirai à la tienne. Aldébaran, donc les robots Nao et Pepper, ils avaient une destination B2C. Donc c'est des robots qu'on designait pour des individus chez eux. Et dans ce nouveau positionnement, ce qu'on a choisi, c'est de faire des robots à destination du collectif. Et ça, c'est un positionnement éthique. Parce que moi, je pense que le robot, il a pas d'intérêt en lui-même. La réalité, c'est qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est de rencontrer des gens, c'est de pouvoir interagir avec eux, c'est d'être en interaction directe. Donc si on fait un robot qui a des attributs plus ou moins animaux, voire même humaines dans certaines circonstances, on doit absolument se poser la question de pourquoi on fait ça. Et donc moi je pense que ce robot, il a un sens qu'à partir du moment où il devient, nous on appelle ça un agitateur d'humanité, c'est-à-dire où il va provoquer de l'interaction entre les personnes. Parce que c'est ça qu'on a de plus beau.
Donc si il me permet de vous rencontrer ou de voir une vidéo que vous avez postée ou d'avoir un petit souvenir ou quelque chose que vous avez fait devant ce robot, ça peut être un petit mot, ça peut être une photo rigolote, ça peut être une situation. S'il me permet de vivre ça, alors dans ce cas-là, il a un sens. Il s'exprime dans la collectivité. Et le bâtiment, un bâtiment comme celui-là, c'est vraiment le lieu d'excellence de cette collectivité qui se connaît et qui interagit. Donc ça, c'est vraiment fort pour nous. Et pour s'ancrer autour de ces dimensions éthiques, il y en a d'autres que je pourrais développer, on a mis en place un comité éthique. Donc vous l'avez vu passer sur les slides tout à l'heure. On est très fiers d'avoir avec nous 3 personnes vraiment de très haute qualité. On a Jean-Gabriel Ganassia qui est le directeur du comité d'éthique du CNRS. On a Véronique Auberger qui est chercheuse excellente à Grenoble sur ces problématiques-là. Et puis on a également Jacques Attali qui forme le noyau initial de ce comité éthique. Et puis on adresse les questions. On les prend de front. Mais les vrais, hein, c'est celle qui dit pourquoi de la technologie plus que de l'humanité, à quel moment, comment ça s'articule. On travaille également avec l'école des mines et puis d'autres philosophes. On a un philosophe dans l'entreprise, c'est une des premières choses qu'on a faites dans la boîte, parce qu'on veut faire les choses bien, quoi, on veut que ça serve. Et donc toutes les problématiques sur les données personnelles, parce que vous imaginez bien qu'un robot qui est capable de voir que vous êtes content, qui comprend que aujourd'hui vous êtes d'humeur à la blague ou pas du tout, qui est capable de vous identifier si vous lui accordez le droit, et bien du coup il va être capable de récolter des données qui ont une nature unique. C'est pas seulement le footfall, c'est également l'émotion qui est associée, ce que vous venez faire, combien vous étiez quand vous venez le faire. Donc il est absolument indispensable d'encadrer ça par une charte éthique puissante. Et puis ensuite, ce petit robot donc, qui a un caractère empathique, vous avez vu, il est content de vous voir, il manifeste une émotion, il crée une situation émotionnelle. Pour moi, cette émotion-là, elle ne doit pas être un outil à la réalisation d'une fonction. Elle ne doit pas être un outil à l'obtention de données. Dans ce cas-là, on tombe dans un piège et dans une sorte de cheval de Troie. Dans certaines situations, j'appelle ça un monstre, on pourrait en parler. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire que tous les services qu'on apporte, tous les usages, toute la rationalité qu'on apporte à ce genre d'outil, il n'est là que dans un seul but, c'est d'apporter justement de l'émotion, d'apporter plus d'humanité, voire d'apporter plus d'irrationalité. Mais ça, on pourrait en parler, je crois que c'est un long débat. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à poser à nos intervenants? Ouais. Bonjour. Donc, à propos de Spoon, je me posais la question si il y avait une mémoire, par exemple, de visage. Je vais discuter avec ce robot, je ne sais pas comment l'appeler, à l'accueil, et il va me rediriger vers un autre étage. Et je vais le retrouver à cet étage-là. Il va se rappeler de moi et me diriger à nouveau, peut-être, ou avoir une discussion d'étage à étage, je ne sais pas. Est-ce que vous avez prévu d'intégrer ça ou c'est déjà en place? Alors, ce n'est pas des dispositifs qui sont très compliqués à intégrer. Il y a des problématiques, il y a des contraintes suivant les technos qu'on utilise. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Déjà parce que dans les espaces publics, on ne veut pas faire de la reconnaissance par défaut des utilisateurs. On veut le faire à la demande de l'utilisateur. Donc du coup, dans la rue, on va s'interdire de faire ce genre de choses, sauf si l'utilisateur a expressément formulé un avis positif sur son identification. Donc dans ce cas-là, il y a d'autres moyens de l'identifier, qui vont être par exemple un badge, un QR code, ou simplement un secret. Moi j'ai un secret avec le robot, quand je lui dis, il sait que je suis passé le voir. Donc ça, c'est une façon de dire à l'utilisateur, c'est toi qui décides si tu es reconnu ou pas. Après, il y a des cadres dans lesquels on travaille, comme par exemple des entreprises. On a fait un déploiement chez Orange Garden ou dans d'autres entreprises, où là, on peut avoir un accord d'entreprise sur la capacité du robot à nous identifier, voire même utiliser les badges d'entreprise, où on va pouvoir faire ça. Après, l'identification, c'est quand même une problématique qui est très large, parce qu'on a l'identification et après, on a l'authentification. Donc ça ne donne pas les mêmes droits, ça ne donne pas les mêmes accès, donc c'est un sujet beaucoup plus gros qu'il n'y paraît. Bonsoir. Alors la question que je me posais, c'était par rapport à est-ce que dans l'équation vous prenez en considération l'incidence écologique, c'est-à-dire qui dit intelligence artificielle dit aussi une quantité de données assez importante, une quantité de données qui est créée spécialement pour entraîner cette intelligence.
donc des data centers qui sont construits en plus. Donc il y a une incidence et une empreinte écologique. Est-ce que dans votre équation, c'est pris en compte ou pas du tout? Alors, on le prend en compte. On le prend en compte. C'est pas le volet qu'on a le plus développé. On a beaucoup travaillé sur la dimension éthique pour le moment, et je pense que dans la suite logique, on va s'attaquer à ce genre de problématique. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est ce personnage. C'est vrai que c'est un robot, donc il vient avec du matériel et puis avec une consommation énergétique. Donc du coup, c'est un peu et qui a pour fin d'apporter en plus de l'émotion, c'est-à-dire que notre robot il se déplace pas, il prend pas des objets. On pourrait détailler un peu cet objet-là, mais et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi aller mettre de l'argent et du matériel pour apporter de l'émotion, et nous on pense qu'il y a une valeur à faire ça. Mais ce qui est important, c'est la dimension multicanale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le robot il n'est pas forcément complet, on n'a pas forcément la totalité du corps, on peut l'optimiser par exemple en vous permettant de télécharger l'intelligence du lieu directement sur votre téléphone portable pour poursuivre l'interaction. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de réplication de l'interface et on peut limiter le nombre de matériel utilisé pour le représenter. Maintenant, sur la consommation des données et leur stockage, c'est un sujet qu'on n'a pas particulièrement plus fouillé que ça. Alors, juste peut-être pour compléter le sujet, là, Jérôme, un des cas d'usage de l'intelligence artificielle, en tout cas en gestion technique de bâtiment, c'est l'optimisation énergétique. Alors, il faudra calculer le ROI, parce qu'effectivement, on investit dans des serveurs, etc. Mais il y a un ROI de gain énergétique quand on utilise l'intelligence artificielle pour mieux piloter les bâtiments. Et par rapport à Spoon, moi, je pense qu'il y a aussi des cas d'usage. Et là, on se base sur l'utilisateur dans les bâtiments, son parcours, et éviter d'éclairer en permanence, ou de chauffer des endroits où de toute façon l'utilisateur ne sera pas là, et peut-être que Spoon va nous aider à mieux suivre l'utilisateur, à mieux servir l'utilisateur, et quelque part à adapter les consommations d'énergie là où c'est nécessaire pour cet utilisateur. Donc on peut imaginer aussi des gains indirects liés à la relation avec l'utilisateur. Oui, c'est vrai. Le robot peut permettre de ramener des services à l'utilisateur, mais il peut également permettre de faire des enquêtes auprès de lui, de ramener une information auprès de l'utilisateur. Ça peut être une façon de le sensibiliser sur un certain nombre de pratiques, mais aussi d'obtenir des habitudes d'usage ou simplement lui demander son opinion sur quelque chose qu'on veut faire ou qui pourrait être utile d'une part. Et puis là, c'est une micro-parenthèse. Alors, c'est pas une parenthèse, ça va venir. Tout à l'heure, j'ai bien aimé la remarque sur le code avec la disparition programmée des codeurs. Nous, on travaille sur un dispositif qu'on appelle la programmation par interaction naturelle, avec l'idée qu'une machine, de plus en plus, on va simplement pouvoir interagir avec elle pour lui dire ce qu'on veut faire, et en particulier les machines autonomes. Donc c'est ce genre de choses, ça va être en s'adressant au robot, si tu vois un objet comme ça ici, mets-le là-bas, ou si à partir de 18h il n'y a plus personne, éteins cette lumière. Voilà, donc c'est une façon de programmer très simple qui a l'avantage d'être accessible à absolument tout le monde. Vous n'avez pas besoin de sortir votre code, votre C++, qui que vous soyez, je sais pas, ouvrier ou comptable, mais où vous n'avez pas nécessairement accès au système de programmation du robot. Il suffit de lui parler pour faire la chose. Et donc là, ça rejoint un peu la logique d'économie, par exemple d'énergie, en tous ensemble, modulant le comportement du robot pour optimiser l'usage du bâtiment. Juste un dernier mot par rapport à ça. L'impact du comportement de l'utilisateur, ça dépend du type de bâtiment, mais ça peut aller jusqu'à 30% des consommations d'énergie. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à adresser dans les bâtiments. Autant on sait remplacer une installation technique par une installation plus performante, on sait piloter techniquement le bâtiment, mais interagir avec les utilisateurs pour les entraîner dans ce qu'on appelle les gestes verts, enfin, les bonnes pratiques environnementales, c'est extrêmement difficile. Donc là, je pense qu'il y a aussi, ce que tu viens de le dire, des cas d'usage intéressants pour entraîner, embarquer les utilisateurs dans des jeux ou des choses, de l'émulation autour de ça.
Juste avant de prendre les dernières questions, c'est très pertinent comme question et je ne peux pas ne pas vous inviter à venir à la 3e conférence du cycle de conférences dédiée à cette question-là, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour améliorer la situation environnementale et très peu des coûts cachés de l'intelligence artificielle. Il y a une des 2 tables rondes qui est dédiée exclusivement à cette problématique-là pendant la 3e conférence, il me semble, à la mi-avril, où interviendront notamment des personnes auditionnées par la mission Villani sur ce sujet. Et donc pour ceux qui veulent aussi avancer sur ce sujet des coûts cachés de l'IA, procurez-vous le rapport Villani, il est en ligne, qui a fait une mission sur l'intelligence artificielle l'année dernière, et il y a toute une partie assez précise là-dessus sur la consommation énergétique, mais aussi en terres rares, avec l'indium, le silicium, qui sont potentiellement des métaux qui sont des ressources très très limitées. Du coup, malheureusement pour les questions de timing, on va prendre juste les 2 dernières questions là. Bonsoir. Du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a vraiment un besoin, si ce n'est le besoin d'accompagner l'utilisateur d'un bâtiment à mieux gérer l'énergie de celui-ci, comme vient de le dire David à l'instant. Voilà. Et est-ce que justement le besoin n'est pas ailleurs que dans la construction ou dans le bâtiment, mais plutôt pour des services dans les hôpitaux, par exemple avec des personnes âgées ou des enfants, du point de vue de l'affection, parce que c'est un robot qui a le plus d'avoir une interaction vraiment affective, comme on a pu le voir sur la vidéo, qui serait peut-être plus intéressante à avoir avec des personnes qui n'ont pas forcément d'entourage direct avec eux, que dans un habitat qui possède plusieurs personnes, une famille, etc., qui pourrait peut-être casser des liens ou créer une indépendance à ce genre de choses qui n'est pas forcément utile dans ce sens-là, en tout cas. Alors, moi, je suis convaincu de l'utilité. Hein, alors, je vais vous prendre un exemple. On travaille avec Unibail Rodamco, donc vous devez connaître, ces 72 centres commerciaux répartis en Europe, et ils ont fait l'acquisition de Westfield, qui étend leur pouvoir, enfin leur représentation dans le monde. Unibail Rodamco, donc c'est des centres commerciaux, ils ont des applications, il y a tout un tas de systèmes, il y a tout un tas de services qui sont absolument incroyables quand on rentre dedans, mais quand vous allez dans l'espace, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas que ça existe, vous ne savez pas qu'il y a toutes ces applications, vous ne savez pas qu'il y a des réseaux sociaux, vous ne savez pas qu'il y a du covoiturage, vous ne savez pas qu'il y a tous ces services-là qui sont là et qui sont disponibles, qui demandent que ça. Et ils ont une application pour ça. Si vous installez l'application, vous allez le trouver, ces services-là. Mais personne ne l'installe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre réflexe. On est dans le bâtiment. Ça se trouve, il y a une application qui est liée à ce bâtiment. Moi, je ne me suis même pas posé la question. Je ne suis pas allé voir sur l'App Store. Il y en a plusieurs. Il y en a même plusieurs. Et j'ai pas du tout regardé ça. Donc du coup, mon accès est forcément très limité devant tout ce que ce bâtiment, qui n'est pas que de la pierre. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ce bâtiment, c'est autre chose que de la pierre. C'est un méta-bâtiment. Il y a des systèmes d'information qui gravitent autour de ça. Il y a des réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là mais qui ne sont pas là. Il y a des gens qui nous regardent mais qui ne sont pas là. D'ailleurs, je crois que c'est le cas. Hein. Il y a vraiment tout un écosystème autour de ce bâtiment qui ne permet pas de le résumer à simplement de la pierre. La question, c'est comment on donne à cette information-là une rematérialisation. Comment on lui permet d'exister là, maintenant, tout de suite. Ce réseau social, est-ce que c'est forcément Facebook ou est-ce que ce bâtiment lui-même peut être un réseau social? Est-ce qu'il peut ramener plus d'interaction entre les personnes, entre celles qui ne sont pas là et celles qui sont là? Voilà, donc tous ces services-là, et je crois que vous passez beaucoup de temps à les inventer. Si nous, on peut leur donner un visage, une réalité dans l'espace, dans ce cas-là, ça prend sens. Et pas seulement pour les hôpitaux, et pas seulement pour un certain nombre de personnes, pour nous, tous les jours. En plus, enfin bon, il y a d'autres aspects qu'on peut regarder derrière. Après, c'est vrai que dans un hôpital, il y a des besoins qui sont assez clairs qu'on peut adresser, mais toujours dans un esprit de non-substitution à une présence humaine, mais plutôt d'un renforcement de l'humanité. Ça, c'est à chaque fois qu'on attaque avec un nouveau client, on prend systématiquement ce sujet-là. C'est vrai que c'est facile à penser de se dire ici j'avais un homme, demain j'en mets plus et je mets une autre personne. Mais ça, c'est le degré zéro de la réflexion. La question, c'est comment on fait pour avancer et reformuler ce que c'est qu'un hôpital autour de l'humanité, reformuler peut-être les métiers qui peuvent être impactés autour de cette valeur ajoutée qui est quand même la raison la plus importante de notre présence, quoi, je crois, en tout cas. Alors je confirme ce que dit Jérôme sur la multiplicité des services dans certains bâtiments tertiaires, covoiturage, conciergerie, tout ce que vous voulez, partout, et c'est inaccessible.
C'est-à-dire que nos clients ont investi dans des services que les utilisateurs ne voient pas et n'utilisent pas parce que simplement les interfaces pour y accéder sont compliquées, il y a plein de logiciels partout, ça ne se parle pas entre eux, ils nous oublient aussi, on ne sait plus qui on est. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un cas d'usage très intéressant que tu as évoqué sur la facilitation de la relation entre l'utilisateur, le bâtiment et les services qui sont dans le bâtiment. On travaille par exemple avec JCDecaux. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le bâtiment, on est en dehors du bâtiment, mais le bâtiment existe même quand on est en dehors. Peut-être qu'il a déjà des services à m'apporter à l'extérieur. Et avec JCDecaux, on essaie de réinventer ces services qui existeraient en plein milieu de la rue avec ce personnage qui est là. Donc on peut imaginer qu'il puisse détecter une situation, genre 3 heures du matin, il pleut dehors, vous êtes en galère, tout ça. Peut-être que le robot proactivement peut vous dire qu'il y a un service particulier qui permettrait de faire telle ou telle chose proactivement, sans que vous ayez eu à installer l'application ou quoi que ce soit. Donc il peut pousser un service, ce que rien d'autre ne permet de faire qu'un dispositif comme celui-là. Oui, bonsoir. Votre société, votre ancienne société, Aldebar en robotique, rêvait d'installer des robots dans les foyers. Et il a échoué, il a été racheté par un géant japonais. Est-ce que vous, par rapport à l'environnement domestique, vous avez une vision? Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'univers complexe de la domotique des années 2030-2040, où il y aura 200 objets connectés, est-ce que vous ne pensez pas qu'un robot comme le vôtre pourrait apporter des services? Ou c'est exclu pour vous? Alors moi, je suis très fier de cet échec parce qu'on a fait le leader mondial de la robotique humanoïde. On est passé de 7 personnes à 500 personnes. Enfin, c'est une aventure absolument extraordinaire. Et là, aujourd'hui, il y a des robots qui font leur job. Donc, revendre une société, c'est pas nécessairement un échec. C'est une continuité. Et même la quitter, c'est parfois, bon, ben voilà, moi j'ai fait mes 10 ans là-bas. On a porté une vision, on s'est battu. Il y en a d'autres qui prennent la relève et qui font avancer le projet. Donc, et ils en vendent dans le grand public. Après, je crois que quand on a commencé cette société, on avait sous-estimé l'ampleur de la difficulté quand même. Parce qu'il faut faire de l'intelligence artificielle, il faut résoudre des problèmes de grasping, il faut résoudre des problèmes de navigation. C'est sûr que la promesse portée, elle est vraiment importante. Parce que, moi j'appelle ça la libération du logiciel. Aujourd'hui, le logiciel, il est enfermé dans des boîtes et il ne peut pas agir sur cet environnement. Je veux dire, mécaniquement, il ne peut pas déplacer ses chaises, il ne peut pas apporter des bouteilles d'eau, il ne peut pas se déplacer parmi nous pour vous apporter la chose dont vous aurez besoin. Mais imaginez, regardez avec un téléphone portable, on a pris ce téléphone, ils ont 3 capacités d'action. Allumer des pixels, émettre des sons et vibrer dans votre poche. C'est ça qui est capable de faire le logiciel. Et avec ça, on a changé la planète. Donc imaginez demain qu'on rajoute la capacité de prendre des objets et la capacité de se déplacer. Ça va être absolument monstrueux, enfin monstrueux dans le sens positif du terme. Ce qu'on va pouvoir inventer, ça va être génial. Alors on va peut-être pouvoir inventer des monstres, mais on va peut-être aussi pouvoir faire le bien. Nous on veut aller dans le sens du bien pour le coup. Donc ce potentiel-là est absolument gigantesque. Et je crois que c'est ça que notre génération va apporter au monde. On va apporter des personnages dans l'environnement, en particulier collectif, mais pourquoi pas privés également, qui vont être capables d'allier ces 3 fonctions, qui sont d'interagir avec des gens, saisir des objets et se déplacer. Mais ça, c'est pas tout de suite. Il va falloir un petit peu de temps. Il y a des promesses qui sont faites. Tous les jours, on voit des nouveaux robots qui arrivent avec ce genre de promesses. Mais ils risquent de se casser un petit peu les dents parce que cette difficulté-là, elle est vraiment, vraiment très, très grande. Bah écoutez, il est l'heure de clôturer cette table ronde et l'événement. Donc je pense qu'on peut applaudir bien fort David Hermette et Jérôme Manceau. Merci. On a pu se projeter pendant plus d'1 heure sur les réalités de ces chantiers imprévisibles et de ces bâtiments aux logiciels de gestion nombreux et complexes, mais aussi explorer un peu le futur. Merci pour vos questions et contributions très précises et aussi très pertinentes. Je vous invite à nous retrouver, Léonard, on sera à la Biennale des Territoires au Beffroi de Montrouge du 18 au 20 mars. Et pour les prochaines conférences, dont toutes les dates et sujets sont sur le site internet de Léonard, la prochaine, c'est sur les nouvelles formes de mobilité. Jusqu'où l'IA va-t-elle nous transporter le 2 avril. Merci beaucoup et je vous invite à nous rejoindre et discuter autour d'un petit buffet. Encore merci.